événement qui commence à 15h30. Renseignements, réservation 01 39 64 08 98 01 39 64 08 98. 9h, retrouvons pour la toute dernière fois dans cette matinale du mercredi 20 mars Angélique avec l'horoscope. Bonjour. Enlève la dernière info. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Des habitués, des nouveaux. Il y a combien d'habitués aujourd'hui? 1, 2, 3? Non. Il y en a 2 au moins. Ils sont là. 4. 4 habitués. Vous aussi, vous êtes déjà habitués. Des habitués, oui. Pardon, oui, 3 on va dire. Bonjour. Ça va? Monsieur Michu, ça Ça, c'est monsieur le maire d'une commune, non? Oui, il paraît, oui. Oui. Je suis commune au-dessus, on dit. Tu veux nous parler 5 minutes d'Andilly, peut-être de faire un petit bilan, on en profite pour faire un petit bilan de mandat, des petites choses que vous avez réalisées, oui, bien sûr. De l'actualité, je sais pas. Ouais, ok. On parle pas beaucoup d'Andilly, il faudrait nous envoyer vos infos. Hein. Ah ben pourtant j'envoie le bouquin et tout, non, vous ne le recevez pas? Ici? Ah, c'est... Alors, je vais voir. Merci Angélique, et vos horoscopes sont visibles sur angélique.fr. 9h01, 98 FM, nous faisons un dernier point sur l'actualité valencienne. Oui, ça c'est possible, quand même. Ouais, ok, pas de souci. Mais peut-être par mail. Ouais, d'accord. Donnez-moi tout ça. L'actualité valdoisienne, Alexis Duvauchel, nous allons parler dans un instant du viaduc de Gennevilliers. Mais juste avant, parlons de l'éducation nationale. Et les enseignants du Val d'Oise en grève. Hier, 112 écoles du département étaient fermées pour ce jour de mobilisation nationale contre le projet de loi Blanquer, qui suscite de nombreuses inquiétudes quant au fonctionnement et à la qualité de l'accueil dans les établissements. À l'école de la Cerisée de Villers-le-Bel, qui accueille plus de 300 élèves, les enseignants craignent notamment pour le bon fonctionnement de l'établissement. Il serait prévu, selon les grévistes, la disparition du poste de directeur d'école qui serait remplacé par un adjoint rattaché au collège du secteur, mais aussi la scolarisation des CM1 et CM2 directement au collège. Le viaduc de Gennevilliers rouvert en totalité après 10 mois de travaux. La circulation dans le sens province-Paris sur la 15 a été rouverte sur 4 voies hier. Dans la nuit de lundi à mardi, les équipes sur place ont retiré les blocs de béton et refait à neuf la signalisation, ainsi que les marquages au sol. La nuit dernière, les 2 dernières bretelles d'accès depuis les D311 et D41 ont été rouvertes. Le radar installé au niveau du chantier il y a quelques mois pour limiter la vitesse à hauteur du viaduc a également disparu. Les travaux consistaient en la réalisation d'un mur d'écaille en béton cloué ainsi que la stabilisation du talus. Et au total, les travaux ont coûté 6 millions d'euros, entièrement financés par l'État. Un nouveau dispositif pour ne plus avoir à fournir de justificatif de domicile, Justif Adresse, créé par le gouvernement avec l'Agence nationale des titres sécurisés, souhaite remplacer ce justificatif en passant directement par les fournisseurs d'électricité ou de gaz de l'usager afin d'obtenir ou renouveler plus rapidement une carte d'identité, un passeport ou un certificat d'immatriculation. Le Val d'Oise fait partie des 4 départements sélectionnés pour l'expérimenter pendant un an, avec les Yvelines, le Nord et l'Aube. Mais s'il participe à minimiser les risques de fraude, le dispositif comporte toutefois quelques failles et certains usagers ne peuvent notamment pas en bénéficier pour le moment, le nom mentionné sur le contrat ne correspondant pas à leur nom de naissance. Et enfin, le petit Ilian atteint d'une maladie rare sera bientôt opéré, souffrant de tétraparésie spastique qui paralyse légèrement les muscles de ses 4 membres. Ses parents avaient lancé un appel aux dons suite au vol de tirelire dans un magasin à Gonesse. La cagnotte a atteint ce week-end l'objectif avec un peu plus de 49 000 euros récoltés sur les 47 000 nécessaires pour financer les 3 opérations dont a besoin Ilian. Et l'histoire a même fait le tour de France et du monde avec des reportages sur les chaînes de télévision portugaises, américaines et algériennes. Et si les opérations se passent bien, Ilian pourrait un jour remarcher. Merci beaucoup Florence, elle est là, elle est juste à côté de moi, je ne sais pas ce qu'elle trafique encore. Hein. En tout cas, elle prépare son émission activement, elle sera au micro d'ici quelques instants pour le bar de l'économie. Florence Sueur, jusqu'à 10h30, très bonne journée, à demain matin pour une nouvelle matinale. Et aujourd'hui, c'est le... Printemps. Merci. Ouais, c'est pas demain. Non, c'est aujourd'hui. C'est pas le 21, c'est le 20. J'ai oublié mon stylo est là. Alors le printemps de nouveau à 21 mars, ce sera, on sera tous morts en 2102. D'accord. Et en 2044, le printemps aura lieu le 19 mars 2008. C'est toujours les 21. En fait, c'est par rapport à l'équinoxe. C'est un truc scientifique et depuis 2008, le printemps c'est le 20 mars. D'accord. Et en 2044, ça passera le 19 mars. Ah, 2044, bah d'ici là... on sera jolis. nous on va sucrer les fraises, nous. Et même si on est encore dedans, je sais pas si on s'en rend compte.
Bon, On reviendra vous voir. 2044. Dans quel état? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je suis en super état ce matin. Tout va bien. 90 minutes d'information avec Philippe à la technique et avec notre co-animateur du jour, Jean-Frédéric Lagel. Bonjour. Bonjour Florence. Merci à tous nos auditeurs de nous suivre en FM, en web radio et via notre page Facebook. Je rappelle que si vous voulez nous envoyer des petits commentaires, eh bien, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez bien sûr intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message via Facebook. Si je peux, je le lis à l'antenne, en direct pendant l'émission. Et si vous avez des questions à poser ou des sujets à aborder, eh bien, n'hésitez pas également. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Andilly, de l'Union des maires du Val d'Oise, de la conférence départementale de l'industrie qui a lieu ce jeudi, opération menée d'ailleurs par la préfecture. Et puis, nous allons aussi parler de marketing. Et là, tout le monde en a besoin, les entreprises comme ceux qui cherchent du boulot. Alors justement, on vous donnera toutes les bonnes astuces, comment bien se référencer sur Google et comment agir sur les réseaux sociaux. Et pour cela, j'accueille tout de suite Daniel Fargeau. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes maire de la ville d'Andilly depuis 2008. Vous êtes aussi vice-président de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée en charge de l'économie. Et avant-hier, vous avez été élu président de l'Union des maires du Val d'Oise. Félicitations. Et c'est donc de votre action que nous allons parler ensemble aujourd'hui. À vos côtés, Marie-Cécile Courtois, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directrice de la coordination et de l'appui territorial. C'est ce que l'on appelle être une attachée hors classe au ministère de l'Intérieur. Vous avez mis en place la gestion de la direction de la coordination et de l'appui territorial en Val d'Oise. Ça a été créé en 2 avril 2017 par l'État pour animer les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est ce qu'on appelle l'économie, l'emploi, l'enseignement supérieur, les affaires culturelles, l'accès aux services publics, le numérique, enfin quand même beaucoup de choses. Et un exemple, justement, vous avez agi pour la redynamisation de la ville de Taverny. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça serait un petit peu trop long. Nous allons surtout parler ensemble de l'événement de la semaine dans le cadre de la semaine de l'industrie. C'est la conférence de demain, la conférence de l'industrie qui a lieu, la conférence même départementale, j'allais dire, du Val d'Oise sur l'industrie qui a lieu jeudi 21 mars en préfecture à 15h. Voilà, et puis à nos côtés, Jean-Frédéric Lagel, vous allez interviewer 2 entreprises spécialisées en marketing. Donc comme je l'ai dit, comment bien se référencer sur Google et comment agir sur les réseaux sociaux. Alors Jean-Frédéric, qui sont vos invités? Voilà, donc aujourd'hui 2 invités alors pour essayer de répondre à une question qui sera tout simplement comment promouvoir efficacement mon entreprise et mon activité sur Internet. Donc premier invité, Johnny, ça commence très très fort, Jody Benazra, de la société Badge Collectif. Donc Jody, vous, votre agence, c'est une agence plutôt spécialisée marketing, c'est ça? Communication et marketing, c'est ça. Donc, et tout à l'heure, vous interviendrez plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. On va faire cette partie-là aujourd'hui. Oui. Ok, merci. Et deuxième invité, donc Patrick Duhaut. Patrick Duhaut, vous, vous travaillez plutôt sur une partie qu'on pourrait qualifier de web agency, c'est ça? Tout à fait, bonjour. Bonjour Patrick. Oui, et bonjour, je vous dis également. Ouais, c'est un peu brouillon, pardon. Et donc, Patrick, bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Voilà, et Patrick, donc vous interviendrez plutôt sur la partie référencement. Tout à fait. Ok, merci. Alors justement, on va tout de suite partir dans l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est avec vous, Daniel Fargeau. Donc vous êtes maire de la ville d'Andilly. Avant de parler de l'Union des maires, on peut peut-être faire un petit bilan puisque vous êtes élu depuis 2008. Alors ce mandat qui, dans un an, arrive à terme, qu'est-ce qui a été fait? Quelles réalisations? Quelles sont les demandes des Andillois? Bien écoutez, oui effectivement, ce mandat va s'achever dans un an, pratiquement jour pour jour. Aujourd'hui nous sommes au printemps. Voilà, le 20 mars, le jour du printemps. Et bien écoutez, ce mandat a été marqué par un contrat d'aménagement régional financé en grande partie par la région Île-de-France et le département en vue de réaliser des opérations bien précises, à savoir la revitalisation de notre centre-bourg. Je vais parler de la place du village, du parc de la mairie, mais aussi l'année dernière en 2018, nous avons réalisé aussi un nouvel accueil de loisirs destiné à accueillir beaucoup plus d'enfants au sein de notre commune. Et ces gros projets pour une commune de 2600 habitants ont marqué bien évidemment ce mandat. Et c'était des programmations de campagne et que nous réalisons. Il nous restera encore cette année quelques petites choses à faire, notamment une chapelle à rénover, la chapelle Saint-Charles de notre église Saint-Médard, et également une coulée verte et
Et nous attaquons dès la fin du mois la réhabilitation d'un centre qu'on appelait le centre Rostand, puisque la famille Rostand faisait partie, avait habité la commune d'Andilly, comme de nombreux illustres personnages d'un temps passé. Et donc nous allons aussi réaliser cette réhabilitation au niveau du ravalement, des illusteries, etc., etc. Donc beaucoup de travaux. Et cela m'amène aussi à inviter vos auditeurs à venir visiter, à découvrir notre nouveau centre-bourg du village, surtout que là nous sommes au printemps, donc la naissance des fleurs et autres végétaux. De redécouvrir la nature et de voir l'évolution de la nature. Nous avons une vue imprenable sur Paris, donc venez, vous serez très bien accueillis et nous serons très heureux de vous recevoir. Alors, ville, village ou bourg, je ne sais pas quel est le meilleur terme pour qualifier Andilly. Alors, c'est une ville, bien évidemment, mais nous sommes très attachés à cette petite commune de 2600 habitants qui est nichée entre de grandes communes et ce, au pied de la forêt domaniale de Montmorency. Donc, les habitants sont très attachés. Nous avons encore une ferme sur Andilly. J'aime souvent le rappeler, avec 2 ou 3 vaches et un passionné qui exerce encore ce métier d'agriculteur. Et donc voilà, vous voyez ces villages, ces bourgs, mais bon, et ça peut m'amener également à l'Union des maires, si vous voulez, ça peut être une passerelle. Juste avant, une petite question par rapport aux investissements réalisés. Oui. Le budget, parlons du budget de la ville et comment vous arrivez à justement pouvoir investir. Comment faites-vous? Bien écoutez, gérer les deniers publics est une passion puisque c'est aussi mon métier. À titre professionnel, j'exerce au sein d'un cabinet d'expertise comptable en tant qu'associé. Et bien écoutez, gérer ces deniers, voilà, c'est un long labeur de chaque jour. C'est un lourd exercice. Un long exercice. Et puis, bien écoutez, nous avions fait le nécessaire pour économiser suffisamment de deniers pour nous permettre aujourd'hui de réaliser ces opérations, malgré évidemment la perte de fiscalité de l'État, notamment au niveau des dotations globales de fonctionnement, puisqu'on a vu diminuer de plus de 60% notre DGF, dotation globale de fonctionnement qui était reversée par l'État. Et il faut compenser, donc toujours en diminuant les charges, en optimisant au maximum les services, de telle sorte que le service public puisse continuer de fonctionner et écoutez, réduire un certain nombre de dépenses. Voilà, donc ça c'est quand même un travail au quotidien, de chaque jour. Et justement, là vous savez, on parle de deniers, on parle de taxes, et notamment de la taxe d'habitation. Il faut bien savoir que les ressources fiscales pour les communes, c'est un problème récurrent, et encore plus aujourd'hui qu'hier, et peut-être encore plus demain, dans la mesure où effectivement cette taxe d'habitation doit être compensée par l'État, puisqu'il y a une exonération relativement conséquente d'ores et déjà sur les communes pour certains administrés. Et aujourd'hui, nous savons que nous devrions être compensés à l'euro pour l'année 2019, mais quid des années suivantes et de quelle façon l'État va pouvoir récupérer cette charge supplémentaire, si ce n'est notamment sur une part de taxe foncière sur les départements, que les départements ne percevront plus. Donc forcément, cette part sera reversée aux communes et peut-être une TVA sociale ou des points de TVA supplémentaires. Enfin, moi, j'ai toujours envie de dire, on déshabille Paul pour... Vous pensez qu'on peut encore plus fiscaliser les Français qui sont déjà les champions européens des taxes fiscales? Alors, je crois qu'on ne peut plus taxer, fiscaliser d'une façon complémentaire ou supplémentaire les Français. Je crois qu'il faut surtout revoir le budget de l'État et faire des économies dignes de ce nom, et aussi repenser la redistribution de notre impôt, des impôts de tous les administrés, de tous les contribuables, puisque je pense que là aussi on a quand même beaucoup de choses à faire, et aller chercher aussi toute cette évasion. Alors quand je parle d'évasion financière, je ne parle pas d'évasion fiscale, mais financière, notamment on l'a vu au niveau de la sécurité sociale, notamment puisqu'il y a des numéros qui sont attribués, près de 2 millions de numéros de sécurité sociale sont attribués chaque année, ce qui représente depuis environ 2010-2011
plus de 14 milliards d'euros par an. Sachant que cette année, enfin depuis 1 ou 2 ans, le budget de la sécurité sociale est pratiquement à l'équilibre. Mais rendez-vous compte, s'il y avait en plus cette manne financière supplémentaire qui échappe aujourd'hui à la sécurité sociale, je crois qu'on a les moyens de trouver des économies, mais faut-il encore avoir le courage et la volonté d'aller au bout des choses. Voilà, en tout cas, on peut encore faire beaucoup d'économies, même sans trop, disons, restreindre le fonctionnement de l'État, en fait. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Fargeot. Alors, justement, avant-hier, on va passer au second sujet que je souhaitais aborder avec vous. Avant-hier, vous avez été élu président de l'Union des maires du Val d'Oise. Alors, félicitations pour cette élection. Puis j'allais dire, en plus, c'est du travail, hein, oui, du travail supplémentaire et du bénévolat, bien sûr. Alors, donc vous êtes élu en remplacement de Duc Portelli qui ne souhaitait pas se représenter et puis d'ailleurs qui ne va pas non plus se représenter à la mairie, à sa réélection de maire. C'est pas qu'il ne souhaitait pas se représenter puisqu'il était élu jusqu'à l'année prochaine, mais il est appelé par d'autres fonctions et donc il a souhaité être en phase. Alors donc du coup, félicitations pour ce nouveau bénévolat de rassembler les maires du Val d'Oise et puis après de partir, j'imagine, en marche. Alors peut-être en marche vers l'économie, vers l'économie, je voulais dire. En route. En route vers l'économie, je ne sais pas, puisque c'est votre troisième casquette au niveau de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée. Donc réunifier les maires, est-ce que ça va être un des premiers objectifs? Oui, bien sûr. Si j'ai souhaité faire acte de candidature à cette union des maires, c'est tout simplement pour apporter ma contribution et à mon tour favoriser et aider au rassemblement des maires quant à leurs difficultés. Je crois que nous sommes tous solidaires et nous devons vraiment aller dans la même direction, et ce, quelle que soit notre sensibilité politique. Parce que je rappellerai que l'Union des maires est une association qui a été créée en 1966 et suite à la réorganisation des départements, puisqu'avant c'était la Seine-et-Oise, et à partir du moment où il y a eu cette nouvelle carte, il a été décidé de créer cette association au sein du Val d'Oise. Et effectivement, pour moi, c'est un sacré défi, un sacré challenge que de succéder à M. Hugues Portelli, à qui j'ai rendu hommage lundi soir. Bien évidemment, parce que il a eu une implication, un investissement sans faille au sein de cette association. C'est un homme de valeur, de dossier, il n'en est pas moins homme de conviction. Et il a su effectivement se mettre à la portée de chacun et servir chaque maire, et ce, quelle que soit, comme je vous le disais, la sensibilité politique. Puisque c'est une union des maires des 184 communes du département du Val d'Oise, et nous avons de toutes tendances confondues. Alors justement, les Français, les maires estiment à juste titre qu'on ne les écoute pas et qu'on ne les entend pas, et les Français souhaitent justement aussi que les maires soient beaucoup plus présents dans les décisions au plus haut de l'administration, donc j'allais dire même les remontées à l'État. Comment est-ce que vous envisagez de porter plus haut la parole des maires? Bien, écoutez, effectivement, je crois qu'il faut défendre l'identité communale. Nous y sommes très attachés et je crois que, comme vous venez de le souligner, nous sommes peut-être les derniers piliers, les derniers remparts de la démocratie française auxquels les Français font confiance encore aujourd'hui. Donc nous devons être écoutés et entendus par l'État, et ça c'est une chose qui est primordiale pour nous, et je sais que nous allons faire beaucoup d'efforts en ce sens pour exprimer des positions concertées auprès des services de l'État, mais aussi de nos partenaires tels que la région Île-de-France, sachant que le département, nous y sommes attachés et nous sommes là aussi pour fédérer le département et maintenir le rôle essentiel qu'il tient. Donc lorsqu'on nous dit qu'il faut supprimer les départements, je n'y suis pas forcément favorable, parce que c'est une entité, une institution qui gère un certain nombre de domaines qui sont importants au niveau national, et il faut aussi fédérer et rassembler autour de nous. Alors effectivement, nous sommes tous de fervents républicains, les maires, pardonnez-moi, et ce, quelle que soit notre étiquette, mais nous sommes avant tout républicains,
et nous devons tous tendre dans la même direction afin de poursuivre les missions qui sont les nôtres et bien sûr pour lesquelles nos électeurs nous ont accordé leur confiance. Alors pour ce faire, effectivement, nous voulons être entendus. Nous avons des sujets très importants, notamment, je l'ai cité précédemment, c'est la fiscalité locale. Nous avons aussi la fameuse loi Elan qui vient d'être votée en fin d'année dernière, qui contraint pas mal les maires et qui inquiète aussi les maires sur un certain nombre de choses. Alors je rappellerai que la loi Elan, c'est l'évolution logement, de l'aménagement et du numérique. C'est quelque chose de très très conséquent et sur laquelle nous allons effectivement nous pencher. Et le rôle de l'Union des maires, c'est effectivement de fédérer, de rassembler, mais aussi de proposer des formations, mais pas seulement, c'est aussi d'informer et surtout d'apporter du conseil juridique pour répondre aux nombreuses difficultés que les maires rencontrent au quotidien. Et aujourd'hui, être maire, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est aussi un véritable métier. Les difficultés rencontrées sont nombreuses et notamment dans les communes rurales, les maires n'ont pas forcément les services adaptés, c'est-à-dire un directeur général des services, un service juridique, un service RH, etc. Et donc il faut pouvoir aider les maires ruraux et je crois que être président de l'Union des maires, c'est avant tout être maire de petites et de grandes communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, et on doit tous être ensemble, solidaires. Et ce que je souhaite, c'est effectivement, avec le conseil d'administration et le bureau de l'Union des maires, c'est de travailler en équipe et dans un collectif qui nous permette d'avancer et de répondre à ces problématiques. Et alors, moi je voudrais, si vous me le permettez, puisque la parole m'est donnée, c'est aussi donner un signe d'encouragement aux maires qui se trouvent en difficulté aujourd'hui. Plus de la moitié des maires ne veulent pas se représenter l'année prochaine. Donc je voudrais vraiment leur adresser ce message d'encouragement, de continuer avec leur équipe municipale, parce qu'ils ont fait du bon travail, c'est certain. Et il faut les encourager à continuer, à persévérer et à tenir jusqu'au bout. Et je le souhaite à se représenter pour un grand nombre d'entre eux l'an prochain, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un métier. Aujourd'hui, constituer une liste municipale, ce n'est pas simple, notamment avec la parité aussi. Et compte tenu du contexte ambiant politique, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, s'engager dans une liste au municipal, ben, c'est bien compliqué. Et les personnes ne sont pas toujours... En fait, on manque de candidats, vous voulez dire, pour former des listes? On manque de candidats parce qu'il est difficile de vouloir s'engager, c'est 6 ans. Et si on veut faire les choses correctement, il faut s'impliquer, s'investir. C'est pas très simple et compte tenu du contexte politique que nous rencontrons aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne sont plus concernées, sont démobilisées par la politique. Donc en fait, c'est la tendance qu'on entend de ce que vous venez de dire par rapport aux maires, c'est également la tendance qu'on entend au niveau des bénévoles dans différentes associations. On a reçu plusieurs associations à ce micro qui nous disent on a du mal à trouver des bénévoles pour fonctionner. Pourtant, un maire d'une petite commune rurale du Val d'Oise qui est venu à ce micro nous a dit que lui, pour faire fonctionner sa commune, il ne peut pas embaucher d'agents administratifs, en tout cas plus que ce qu'il a, et donc il fait appel au bénévolat et lui il arrive encore à motiver, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc gros travail, vous l'avez dit, pour l'Union des maires dans les semaines à venir et pour remobiliser finalement les Français à cette belle fonction qui est la fonction d'élu, quel qu'il soit et quelles que soient les responsabilités qu'on a. Absolument. Merci Daniel Fargeot pour tous ces commentaires. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale et puis on va passer au second sujet du jour. On va parler de la semaine de l'industrie et surtout de cette conférence de l'industrie en Val d'Oise jeudi après-midi. Voilà. C'est fini. Ah, je t'ai pas trop mis sur la moulinette, c'est bon. Non, c'est bon. Ça a été, je sais pas, je me refusais, moi après... Tulia Morand. Pardon? Tulia Morand. Tulia Morand, merci. Elle est venue ici, c'est super ce qu'elle fait. Et ça porte un nom de... C'est elle. Non, mais le nom du titre. Ah, le titre c'est Guargel. Ok. Bon, bah, comme d'habitude, un extrait, 1 minute 50. Vous parlerez plus de musique tout à l'heure quand vous voudrez, plus longue, mais nous, il faut qu'on avance parce que sinon, il faut que... Bah oui, puis oui, parce que nous on reprend à moins le quart, c'est ça? Peut-être un peu avant, je sais pas, on va voir, Ouais, parce que vous allez sans doute
Vous avez tout à fait le droit d'intervenir. Simplement, vous êtes en radio, n'oubliez pas de me faire un petit signe que je puisse vous désannoncer. Merci. Marie-Cécile Courtois, c'est à vous maintenant. Bon, j'avais préparé 2 infos au cas où. C'est pas la peine. Je ferai les infos demain. Je vais notamment, ça fait longtemps que je l'ai sous le coude, mais j'ai fait une info sur que l'intelligence artificielle n'a pas le sens commun, et tant mieux pour nous, mais ils sont en train de lui apprendre. J'expliquerai ça demain, comment ils font. C'est bien ça. L'intelligence humaine sera toujours Oui, prépondérante. bah bien sûr. Oui. Il y a tellement de multiples intelligences humaines, c'est très compliqué Comme je dis l'intelligence. toujours, mettez un smartphone devant un arbre, attendez que l'arbre prenne la foudre, le smartphone n'inventera pas le feu. Quoique, hein. Vous savez, hein. L'intelligence artificielle ne fait que reproduire ce qu'on a déjà fait. Oui. Donc peut-être Marie-Cécile Courtois, j'avais envie de commencer par vous demander qu'est-ce que la coordination finalement et l'appui territorial, en quoi ça engage la préfecture, puisque c'est une nouvelle réforme de 2017. Ce serait bien que vous le présentiez, si vous voulez bien. C'est un sujet à combien de temps? 2 minutes, 2 minutes. Question piège. Ah bah oui. On n'a pas le temps de régler ici. Hein. Fallait poser les questions avant. Ah non, Non, jamais. je suis désolée, j'ai pas eu le temps hier. Il n'y avait pas les questions, mais je suis venu avec mes réponses. Ce sont mes réponses. On y va? Au bar de l'économie, vous venez d'entendre donc Tulia Morand avec son titre Gouarguel, et nous sommes bien sûr toujours sur IDFM, et aujourd'hui je suis en compagnie de Daniel Fargeau, maire d'Andilly, vice-président de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, et le tout nouveau président de l'Union des maires du Val d'Oise. Également Marie-Cécile Courtois qui va prendre la parole dans quelques secondes, qui est directrice de la coordination et de l'appui territorial à la préfecture du Val d'Oise. Et puis Jean-Frédéric Laget, mon co-animateur du jour, qui va interviewer 2 entreprises, celle de Patrick Duhaut, fondateur de la société ONI, et puis Jody Benzara, fondatrice du collectif, de Badge Collectif, et tous deux vous nous parlez de marketing. Mais tout d'abord, on va parler avec Marie-Cécile Courtois. D'ailleurs, s'il vous plaît, expliquez-nous, vous êtes directrice de la coordination et de l'appui territorial, finalement. C'est une fonction toute nouvelle qui date de 2017. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les Valdoisiens ? Donc oui, effectivement, l'État, dans le cadre de la réforme de son organisation, a voulu renforcer certaines missions. Donc à la fois la mission justement de lutte contre les fraudes, les missions aussi de contrôle, on va dire, et globalement de l'égalité, et également réformer son organisation à travers des centres d'expertise pour effectivement conduire à un accueil différent, dématérialisation des titres, et renforcer sur d'autres missions, justement, accueil des personnes étrangères. Et au niveau de la coordination, l'idée était effectivement de renforcer l'action de l'État pour mieux travailler entre services, et notamment au service des porteurs de projets ou des différents publics. Moi, ce qui me concerne, on travaille sur, Monsieur Fargeau parlait de l'accompagnement des collectivités. On a mis en place un appui pour les contrats de ruralité, par exemple. Donc, il s'agit d'accompagner des établissements publics de coopération intercommunale, donc des comités de communes, en l'occurrence en zone rurale, pour monter, c'est eux qui identifient des projets structurants, maisons de santé, ça peut être également en termes de parking au voiturage, en matière de transition énergétique, en matière aussi d'accueil du public, pour effectivement maisons de service au public, pour les accompagner, en même temps les financer dans le cadre de subventions qui sont dédiées justement à ces contrats. On a aussi initié avec la direction départementale des territoires, donc on travaille en équipe projet au sein de l'État pour mieux répondre aux besoins des collectivités, notamment aussi pour les contrats cœur de ville, par exemple. Donc Andilly n'a pas été retenu parce qu'il y a des critères, et il y a effectivement des choix qui sont faits au niveau national et local, mais en tout cas, voilà, c'est aussi Gonesse, et là,
Persan-Beaumont pour dynamiser le cœur de ville. Et là aussi, dans une logique de contractualisation et d'appui aux collectivités locales, l'État se met en ordre de marche parce que ça touche plusieurs services de l'État, que ce soit la direction des territoires, que ce soit aussi la cohésion sociale, que ce soit l'agence régionale de santé. Donc l'idée, c'est de faire travailler mieux les services au bénéfice. J'ai pris les collectivités parce qu'on parlait effectivement des communes, mais là, par exemple, en matière d'action économique et de l'emploi, au bénéfice des entreprises et des partenaires économiques. Voilà, alors on peut dire donc que c'est une vue de l'État moins sectorielle et plus transversale finalement. Et c'est dans ce cadre que vous allez vous proposer cette conférence jeudi, cette conférence départementale de l'industrie qui d'ailleurs se déroule dans le cadre de la semaine de l'industrie, il faut le rappeler. Alors parlez-nous un petit peu de cette magnifique conférence qui s'annonce jeudi après-midi à 15h en préfecture. Déjà, je voulais vous remercier Florence. Merci, parce que vous avez accepté l'animation de cette conférence. Effectivement, on est heureux d'accueillir en préfecture et le préfet a souhaité effectivement initier cette première édition d'une conférence qui a pour vocation de faire le point là dans le cadre de la 9e édition de la semaine de l'industrie, qui est donc un événement national qui se décline dans tous les départements. À l'occasion de cette 9e édition, de faire un événement un peu particulier qui mette en avant un dispositif que les conseils régionaux doivent piloter, là aussi en mode assez projet, au bénéfice de territoires d'industrie. Donc c'est un dispositif qui sera présenté lors d'une première table ronde, à la fois par le commissariat général à l'égalité des territoires, le conseil régional et aussi les opérateurs qui sont appelés à financer des actions et à accompagner les industriels et les filières dans leur développement. Donc ça sera la première table ronde. Et il y aura je tiens à le signaler, des chefs d'entreprise qui seront là pour exprimer leurs besoins, que ce soit en matière d'accompagnement à l'export, en matière de financement, en matière de recrutement, puisque c'est un des points importants, le recrutement. Et c'est pour ça que comme c'est un des points à enjeu majeur, puisqu'une étude de la Direction générale des entreprises nous mettait en avant qu'il y a un potentiel de création d'emplois en cours déjà de 250 000 à peu près dans les prochaines années, et qu'on aura quand même 20% de ces emplois qui risquent de ne pas pouvoir être pourvus compte tenu des problèmes de formation. Donc l'État a mis en place un plan d'investissement en compétences, et nous dans la deuxième table ronde, Pôle emploi et l'unité départementale on appelle la directe en direction de l'emploi et puis du travail, donc pour faire simple, viendra présenter les actions qu'ils ont mis en place dans le département, justement pour remédier à ces problèmes de formation ou d'appui aux ressources humaines des entreprises TPE, PME surtout, puisque c'est là où il y a le plus de besoins. Oui, c'est très important en fait qu'il y ait une meilleure transversalité entre les collèges, les lycées et finalement les employeurs, l'industrie et les services de toute façon, parce que c'est deux sources quand même, les deux sources majeures d'emploi en France. Et effectivement, moi j'invite tout le monde à venir assister à cette conférence. Alors vous l'avez dit, Marie-Cécile Courtois, donc il y aura quelques industriels qui seront présents. Et les entreprises peuvent poser des questions. J'ai retenu les noms de Bernard Contrôle, de Madicob et du groupe Agir, qui ne sont pas tous forcément des très gros groupes, mais au moins qui vont pouvoir exprimer, comme vous l'avez dit, les besoins en emploi, mais aussi les besoins en financement, où peut-être que Bernard Contrôle pourra aussi nous parler de ses possibilités d'export, comment il a exporté à l'étranger pour que les entreprises françaises puissent aussi mieux exporter. Alors, pour répondre aux questions des entrepreneurs ou des accompagnateurs d'entreprises, parce qu'eux aussi sont invités à venir assister à cette conférence, ils pourront... J'insiste les présidents des intercommunalités parce qu'en fait l'idée, j'en profite parce que Daniel Fargeau est à nos côtés. C'est vrai que votre communauté n'est pas dans un territoire d'industrie, voilà. Mais effectivement, nous, le dispositif doit se déployer en niveau institutionnel avec un binôme qui est le conseil régional avec les établissements publics de coopération intercommunale, un pilotage décentralisé. Voilà, donc on a mobilisé bien sûr
tous les EPCI et notamment ceux qui sont dans les territoires d'industrie du département. Alors, il y a quand même 3 territoires les d'industrie. EPCI, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire Oui, les intercommunalités, on va dire les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Voilà, donc Daniel Fargeau, vous présidez, vous êtes vice-président du développement économique de Plaine Vallée. C'est en ça qu'on appelle ça une EPCI, justement. Établissement public de coopération Oui, intercommunale. C'est ça. Technocratique. Et donc oui, effectivement, moi j'ai appris tout récemment que le Val d'Oise et notamment notre EPCI ne faisait pas partie du périmètre du territoire d'industrie. Et je trouve ça fort dommageable et j'aimerais bien, demain je serai présent et je représenterai Monsieur Lustriano, notre président de la CAPV, et peut-être aussi au nom de l'Union des maires, puisque je pense que le département du Val d'Oise est le grand oublié à la fois du Grand Paris, à tous les échelons, et c'est quand même dramatique puisque nous avons quand même des pôles d'activité économique relativement conséquents, que ce soit évidemment à l'est du département avec Roissy, mais à l'ouest aussi avec Cergy, et au milieu vous avez la vallée de Montmorency qui est un territoire formé de 18 communes, de grosses et de petites communes certes, mais pour lesquelles nous sommes pilotes en matière de développement économique, et je serai présent aussi pour intervenir, et notamment auprès de la région Île-de-France, puisque Alexandra Dublanche, que je connais fort bien, qui est en charge du développement économique à la région, je voudrais vraiment avoir des réponses à certaines questions. Pourquoi nous sommes une fois de plus les grands oubliés, le Val d'Oise, du Grand Paris, et ce, dans nombre de domaines. Alors, simplement pour préciser peut-être sur le grand oublié, c'est vrai que... Marie-Cécile Courtois. Voilà, je voulais ça, enfin, sur cette initiative-là, alors c'est vrai que toutes les communautés de communes et d'agglomération n'ont pas été retenues, mais le Val d'Oise a quand même 3 territoires d'industrie sur une dizaine au niveau régional. Donc je ne pense pas qu'en tout cas dans ce domaine-là, peut-être que tout le territoire ne peut pas être couvert. L'idée de ce dispositif, c'est de cibler vraiment sur les quartiers de reconquête industrielle. Là, effectivement, en l'occurrence, dans le département du Val d'Oise, il y a eu Grand Roissy, Cergy-Saint-Ouen-l'Aumône, qui est quand même le premier parc d'activité d'entreprise, avec beaucoup d'entreprises industrielles, enfin, le premier parc d'activité d'Europe. Hein. Et puis Argenteuil, effectivement, avec toute la partie reconquête, Berge de Seine. C'est vrai que je pense que, voilà, on entend beaucoup Val d'Oise un peu grand oublié. Bon, là, on a restauré le pont de Gennevilliers, tant mieux, voilà, pour restaurer les circulations. C'est une chance. Oui, tout à fait. Et on a accéléré, enfin l'État a voulu accélérer, bien sûr, et c'est tout à fait normal, et je comprends les attentes. Sur ce dispositif-là, je pense qu'on peut questionner le Conseil régional, puisque ça a été vu en lien quand même avec l'État, mais c'est eux qui pilotent, hein, je rappelle, le dispositif. Je pense quand même qu'on n'est pas oublié par rapport au nombre de territoires d'industrie qui ont été retenus, notamment aussi bien au niveau Donc pour une fois, le Val d'Oise est quand même bien loti, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Il y en a 136 au niveau national, il y en a 3 dans le département, et l'idée c'est de concentrer quand même sur les zones où il y a le plus d'accompagnement à assurer. Alors on va expliquer un petit peu mieux à nos auditeurs que c'est tout nouveau, cette mesure de parler de territoire d'industrie. Ça date du 5 et 6 mars, je l'ai annoncé la semaine dernière. En fait, c'est 136 zones qui ont été repérées par l'État. Donc on ne va pas rentrer dans le comment. Je dirais plus que territoire, ça s'appelle territoire d'industrie. Moi, je pense que c'est un mot marketing, mais en fait pour dire bassin d'emploi et de reconquête industrielle où il y a des friches, je pense, et où on peut encore s'installer en industrie. C'est un peu ça, comme ça, en tout cas, que je l'entends. Et c'est peut-être de ça dont on va parler aussi à la conférence, puisque la deuxième table ronde porte sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. Hein, c'est bien ça, Marie-Cécile Courtois. Oui, Alors, oui. pour répondre aux besoins en emploi, qui sera présent demain? Donc, au niveau des intervenants, donc il y aura effectivement Pôle Emploi qui sera représenté, donc de l'agence de Montmorency, donc qui va parler effectivement globalement avec l'unité départementale de l'emploi et du travail de l'accompagnement de la filière industrie, mais pas que sur les territoires d'industrie au niveau du département, puisque voilà, c'est pas exclusif, hein, on concentre des moyens, mais on fait d'autres choses dans tout le département. Pour développer l'ingénierie de formation sur des métiers, en l'occurrence en tension, puisque c'est le problème, c'est des métiers en tension. Et donc, il y a une action qui a été portée pour la formation de tourneur-fraiseur, ajusteur-monteur, notamment sur le département. 2 exemples de métiers en tension. Les métiers en tension. Qui sera là, voilà, les métiers en tension où on ne trouve pas les candidats. Voilà, ça veut dire que ce sont des postes à pourvoir et on attend encore les candidats. Voilà, exactement.
Alors, il y aura plusieurs entreprises également qui vont Oui. donner leurs expériences de recrutement. J'ai noté l'entreprise AEG, l'entreprise Cefival et Partnering Robotics. Oui. Daniel Fargeau, vous voulez Oui, réagir? je voulais ajouter juste un petit mot. Effectivement, dans le cadre de cette 9e semaine de l'industrie, j'ai accompagné hier avec le Pôle emploi de Montmorency des demandeurs d'emploi à visiter des entreprises sur notre secteur, et notamment en DI, puisque nous avons un parc d'activités assez intéressant. De belles entreprises familiales, dont une qui s'appelle Kurz et qui fait tout le marquage à chaud, notamment, vous savez, sur les billets de banque, des choses comme ça. Très belle entreprise qui représente 5000 salariés dans le monde. Et une autre entreprise dans l'agroalimentaire, puisque c'est une chocolaterie, l'entreprise Bio, qui est entre 20 et 50 personnes en fonction des pics d'activité. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir modestement accompagner ces demandeurs d'emploi avec les personnels, avec les agents de Pôle emploi et des services de l'emploi au niveau de l'agglomération. Et toute la journée, nous avons fait cela. Et j'ai rencontré aussi une entreprise hier, puisque vous parliez de métiers qui sont aujourd'hui difficilement accessibles et pour lesquels certaines entreprises ne trouvent pas de personnel, notamment tout ce qui est ajusteur, chaudronnier, etc. Et nous avons un pôle d'entreprises tournées vers l'aéronautique, on dit, et j'en ai visité une qui s'appelle De Tempel hier, et ils sont vraiment très enquiquinés puisqu'ils ne trouvent pas de personnel, ni en ajusteur, ni en chaudronnier. Ils ont encore besoin, donc il y a vraiment un manque dans cette formation, dans cette filière, et ces entreprises qui sont en capacité aujourd'hui de recruter et se trouvent très embêtés puisqu'ils n'ont pas de personnel adapté. Voilà. Alors justement, il y a vraiment un vrai problème de fond, c'est la formation dans notre pays. Et je crois que ça, les services de l'État doivent pouvoir nous accompagner les entreprises. Et alors, avec Pôle emploi, nous faisons des actions, mais de l'autre côté, nous, au niveau du développement économique et de l'emploi de la CAPV, nous souhaitons nous mettre au service des entreprises dans certaines activités, certains domaines d'activité, pour vendre aussi ces activités à ces demandeurs d'emploi. Et notamment, là, dans le cadre du Salon du Bourget, du prochain Salon du Bourget, nous aimerions bien mener une action vers ces entreprises qui sont destinées à réaliser une activité au sein de l'aéronautique, pour proposer et faire visiter et faire découvrir le travail qui est réalisé dans ces entreprises, dans ce cadre-là. Donc là aussi, il y a peut-être un peu de marketing à faire, puisqu'on parlait de marketing, et ça tombe bien, puisqu'après, là, je vous fais une passerelle. Elle est gratuite. Merci, monsieur le Mais effectivement, il y a quelque chose à développer. Alors demain, il y aura également à cette conférence des entreprises qui accompagnent, qui font donc du service d'appui de ressources humaines, notamment je pense à l'association AVEC, et puis aussi l'entreprise GTH Hydraulique qui va parler de ton expérience. Ce que je voulais dire aux entreprises, c'est surtout, venez à cette conférence, venez vous exprimer, venez de rencontrer les services de l'État, c'est quand même très important, et puis aussi ceux de la région qui seront présents. D'ailleurs, la région sera représentée par Benjamin Schroun, qui est conseiller régional d'Île-de-France et du Val d'Oise et vice-président du développement économique et innovation. C'est important, mais aussi c'est très important de se faire labelliser. Alors maintenant, c'est un nouveau mode, c'est une nouvelle manière, on va dire, marketing de se faire reconnaître. Mais il y a ce nouveau label French Fab, et vous savez qu'on est très fiers en Val d'Oise de parler du Made in 95. Eh bien, parlons et mettons en avant la fabrication française car elle est réputée dans tous les domaines. On est garant d'un certain sérieux. Voilà pourquoi il faut venir demain à cette conférence départementale de l'industrie. Je rappelle qu'il y a, pour terminer, je vous donne un autre rendez-vous, c'est l'exposition sur les métiers porteurs d'industrie. Cette exposition est produite par la Direct, c'est la direction économique de l'État. Elle est installée partout dans tous les départements. Elle sera demain. Elle sera également demain présente à la conférence, voilà. Et puis cette exposition sur les métiers, ça s'appelle aussi Défi Métier. C'est organisé, je veux dire, par Défi Métier, justement. C'est une centaine de collèges et de lycéens franciliens qui vont accueillir pendant une semaine cette exposition présentant 8 métiers industriels qui recrutent et pour lesquels les évolutions sont importantes d'une part. Et puis les atouts de la région Île-de-France sont là puisque vous trouvez du boulot tout de suite. Donc renseignez-vous pour cette exposition sur le site Défi-Union Métier. Ces éléments devraient pouvoir encourager les jeunes à choisir des bons parcours, les bons parcours qui donnent du job à
à la sortie. Et c'est important puisqu'on est en train de remplir Parcoursup en ce moment avec tous nos enfants, nos ados, je veux dire, qui sont au bac. Marie-Cécile Courtois. Juste pour conclure, effectivement, comme il vient d'être dit, nous avons donc 87 événements qui sont organisés à l'occasion de cette semaine qui est du 18 au 24 mars, avec effectivement possibilité de programmer ça un peu 15 jours avant, 15 jours après. Donc c'est quand même une mobilisation et je tiens à remercier les services d'éducation nationale, parce que c'est quand même, et les services de Pôle emploi aussi qui sont particulièrement mobilisés, comme vous le disiez, pour orienter aussi les demandeurs d'emploi. Ils ont vraiment créé une sorte d'opération industrie qui doit, pour cette occasion, même si toute l'année ils travaillent dessus pour orienter les demandeurs d'emploi. Donc je remercie toute cette mobilisation parce que c'est quand même des milliers de publics qui sont également accueillis, élèves collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, plus des manifestations un peu plus grand public comme demain. Mais demain, c'est les chefs d'entreprise, c'est tout public. Et c'est vrai que demain, c'est la première édition et on veut en faire un moment d'échange, d'information et d'échange. Et je remercie tous les intervenants qui se mobilisent pour demain parce que c'est vrai qu'on a quand même eu des réponses très positives. Des beaux plateaux. À commencer par vous, mais aussi Monsieur Kuchli, qui sera là et qui va intervenir aussi en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, l'ensemble des chefs d'entreprise que vous avez cités, puis tous les services effectivement de l'État et du Conseil régional et même du CGET qui seront présents. Donc voilà. Alors Pierre Kuchli, justement, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, nous parlera. D'ailleurs, il fera l'introduction. En fait, il parlera des enjeux et des réalités de l'industrie en Val d'Oise. Donc, je vous donne tous rendez-vous demain à 14h30, à 15h plus exactement, à la préfecture, 5 avenue Bernard Hirsch, à Cergy-Pontoise. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous allez sur le site valdoise.gouv et vous aurez tout sur cette conférence départementale. On va faire une nouvelle pause musicale. Merci en tout cas à vous deux pour cette présentation et d'être venus aujourd'hui en direct. C'était l'actualité en direct au bar de l'économie sur EDFM. On fait une pause musicale et puis ensuite place à Jean-Frédéric Laget et ses invités du jour. Merci Florence. Bien. Je voulais parler des youtubeurs parce que j'en ai pas parlé, mais je voulais faire une petite annonce. C'est vrai qu'ils ont recruté au ministère de l'économie 2 youtubeurs. Ah, c'est bien. Pour mettre en scène justement des objets fabriqués dans les mêmes. On peut peut-être le dire juste 2 secondes juste après la pause. Je pense que pour rendre attractif effectivement, parce qu'on peut les retrouver sur. Venez vous installer à ces places après. La place. Merci. Alors moi je sais que pour une radio par exemple, c'est rigolo. Si vous accueillez des youtubeurs, vous êtes sûr d'avoir anonymat auprès des jeunes. Bah oui. Donc voilà, c'est une façon de moderniser. Hashtag job inattendu. Ouais. D'accord. Je te dis là mais je vais sortir moi aussi. Sur un livre, on va se voir au moins mettre 2. On peut prononcer Bénara. Non, mais c'est Benazra. Benazra. Lisez-le comme c'est écrit. B-E-N-A-Z-R-A. Benazra. Vous n'êtes pas la première, je vous rassure, mais... Non, mais c'est parce que quand j'ai des modifiés, je les écris pas comme ça d'habitude, et là, j'ai pas fait le boulot de... Je pensais pas là... c'est de ma faute. Non, mais il se lit comme il s'écrit, tout simplement. Absolument. Mais c'est pas grave. Comment Attends, je vais sortir, j'arrive. Ah bah non, c'est bon, je réannonce, je réintroduis, je termine, et puis on y va. Au plaisir, bonsoir. Au revoir, au revoir, à bientôt. Merci. Bon, à demain alors, bon, oui. Marie-Cécile, vous invitée alors, hein. Pardon Je suis un but, vous avez reçu l'invitation. Ça serait peut-être bien. Vous restez avec... Voilà, ok. Moi, je vais coucher. Vous avez raison, c'est super intéressant, on est passionnant. On va l'être. Bien sûr. Bien sûr que tout le monde est passionnant. Il faut être passionné, passionnant. Oui, j'ai travers mon téléphone, je sais pas. Parce que si on est comme ça. Non, c'est bon, l'image est bonne, mais moi, mon téléphone, mais l'image, elle me recale toute seule. Vous pourrez télécharger la vidéo sur Facebook après. Voilà, c'est ça. Mais la première fois que je suis venue, vous n'étiez pas là, donc il n'y a pas une vidéo. Je suis désolée. Très triste. C'était avec Jacqueline Boras? Oui. Ouais, c'est ça. On y va, tout le monde est installé, on peut retourner.
C'était la jolie voix de Zaz au bar de l'économie sur IDFM. Je suis toujours en compagnie de Daniel Fargeau, maire d'Andilly, de Marie-Cécile Courtois, directrice de la coordination et de l'appui territorial en Val d'Oise en préfecture, de bien sûr Jean-Frédéric Laget, mon co-animateur du jour, de Patrick Duhaut, patron fondateur de la société ONI, et de Jody Benazra, du collectif. Voilà. Juste une autre information sur les jobs en tension. Sachez qu'il y a une campagne de l'État avec des youtubeurs et pour l'entendre, vous allez sur YouTube et c'est hashtag job au pluriel inattendu, au pluriel bien sûr, avec deux jeunes youtubeurs que sont Hugo Poset et Louane Mancho. Voilà. Jean-Frédéric, c'est à vous. Merci Florence. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question comment promouvoir efficacement mon entreprise et mon activité sur Internet. Alors sachant qu'en tant que professionnel, on est on se pose tous des questions sur un vecteur qui aujourd'hui effectivement est prépondérant. On subit tous entre guillemets des assauts commerciaux où on nous propose monts et merveilles, la création de sites ou autre. Donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et se poser les bonnes questions. Quelle stratégie mettre en place, les écueils à éviter et quels sont les objectifs et les moyens que je dois me donner pour les atteindre. Donc, comme le disait Florence, nous avons deux invités, donc Jody Benazra et Patrick Duhaut. Alors, sachant que Jody, on va rester sur le prénom, donc Jody allez, ça sera plus facile. A créé une agence marketing de badge collectif. Donc, Jody, vous êtes donc spécialisé un peu sur tout ce qui est identité visuelle, support papier, mais également donc référencement, non pas référencement, mais réseaux sociaux. C'est ça. Donc, Jody va nous parler effectivement d'une stratégie à adopter sur les réseaux sociaux. Quant à Patrick Duhaut, donc lui qui a créé donc une web agency, ONI, est plutôt spécialisé sur le référencement. Plutôt, oui. Alors, juste Patrick, vous m'aviez dit effectivement, il y a quand même une différence de fond entre je fais une recherche sur Google ou sur un moteur de recherche de façon plus générale et sur les réseaux sociaux. Tout à fait. En fait, quand on va sur Internet, tout un chacun, que ce soit vous, moi, les auditeurs, on a deux façons de se comporter. On a un premier déclencheur qui va être la recherche. J'ai besoin d'avoir une information, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc là, on va naturellement se diriger vers les moteurs de recherche, et principalement en France Google à plus de 90%. Et la deuxième manière qu'on a de naviguer sur le web, à mon époque, avant au tout début du web, on disait surfer, ça ne se dit plus du tout, mais c'est ça, en fait, on a un mode loisir où on va se balader et souvent là, on arrive sur les réseaux sociaux. Donc intellectuellement et psychologiquement, on n'est pas du tout dans le même état. Et pour nous, les marketeurs, c'est important de le savoir parce qu'on ne peut pas parler de la même manière à des personnes qui cherchent et à des personnes qui se détendent. Très bien. Donc alors, on va démarrer peut-être sur le volet réseaux sociaux. Donc je dis, c'est un peu votre spécialité. Donc aujourd'hui, c'est pas que ça, mais ça fait partie des services qu'on propose effectivement. Et c'est la spécialité dont vous avez parlé ce matin. On est d'accord. Merci Louis. Non mais alors donc votre société Badge Collectif. Donc vous donc voilà, je suis un professionnel, j'ai envie d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quelle est la démarche, quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les questions à se poser, les réponses à y apporter et qu'est-ce que je peux escompter en termes de retour? Alors, en règle générale, toute entreprise qui a envie d'être présente sur les réseaux sociaux, étant donné que de base, tous les réseaux sociaux sont gratuits, la plupart des dirigeants, que ce soit des TPE, PME ou auto-entrepreneurs aussi, ont tendance à ouvrir des comptes ou des pages sur tous les réseaux, en se disant c'est gratuit donc je m'y mets. Très vite, ils se retrouvent confrontés à des difficultés qui est mais ok j'y suis mais qu'est-ce que j'y fais? Je ne sais pas quoi raconter, je ne sais pas comment le raconter, je ne sais pas à qui je m'adresse réellement. Et pour le coup, on se retrouve avec une entreprise qui a 2, 3, 4 comptes et qui sont vides, qui ne travaillent pas, qui ne produisent rien. Donc nous, notre travail et notre expertise, c'est de venir étudier un petit peu quelle est l'entreprise, quel est son produit ou son service, et puis ensuite, quelle est sa cible. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises aussi ou avec des particuliers? Est-ce que vous vendez, est-ce que vous vendez un produit? Est-ce que vous vendez un service, etc. Et au vu de tous ces éléments, on va venir préconiser l'utilisation d'un, 2 ou 3 réseaux. Mais tous les réseaux sociaux ne sont pas forcément bons ou utiles pour
une entreprise, D'accord. quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, les principaux réseaux sociaux sont, donc on pense bien entendu à Facebook, mais il y en On a... pense à Facebook, bien sûr, on a aussi Instagram, LinkedIn, Snapchat, qui prend énormément de place et de part de marché, Twitter. Et chaque réseau, finalement, a des spécificités, en termes d'affichage et en termes de population. Si vous êtes une boulangerie, par exemple, je vous déconseille de vous mettre sur LinkedIn. Ça n'aura pas forcément d'impact et d'utilité pour vous. En revanche, si vous êtes une TPE, une PME avec déjà 20, 30, 40 salariés, oui, il y a un vrai intérêt à être présent sur ce réseau-là. Donc, selon votre type d'activité, selon ce que vous allez vouloir proposer comme service ou produit, tous les réseaux ne sont pas forcément ne se valent adaptés. pas, ouais. Donc, il y a le choix du réseau, et ensuite, je pense qu'il y a le choix de la communication. Alors, la deuxième étape, effectivement, c'est de définir une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie marketing, qui inclut du graphisme, de l'identité visuelle, mais qui inclut aussi toute la partie éditoriale, parce qu'on va venir travailler sur comment on raconte l'histoire. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous savez ce que vous faites, vous savez comment vous le faites, sauf que vos prospects, votre cible, elle ne le sait pas. Et toute la stratégie consiste à se dire comment je raconte mon histoire à mes prospects et à ceux qui ne le sont pas encore, mais qui vont potentiellement pouvoir le devenir, pour qu'ils s'intéressent à ce que j'ai envie de leur vendre. En gros, c'est à peu près ça. Et puis après, on va déterminer un calendrier éditorial. Quel que soit le réseau sur lequel on va travailler sur un calendrier éditorial pour déterminer quand on publie, qu'est-ce qu'on publie, à quelle heure on publie. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu aussi dans une même démarche que ce qui peut être fait sur Google notamment, avec des campagnes ciblées selon votre type d'activité, selon votre cible, selon le créneau horaire, le jour, la date, etc. Oui, parce que donc pour être vivant et pour être vu, il faut renouveler, je suppose, assez fréquemment toute l'information liée à la page ou au compte. Tout l'enjeu, effectivement, il est de publier, mais de publier efficacement et de publier régulièrement. C'est sûr que si vous avez un compte, quel que soit le compte, peu importe que vous soyez sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., si vous publiez que très très occasionnellement, vous ne serez pas vu. Donc tout l'objectif, il est de trouver un bon timing entre ce que je publie, quand est-ce que je le publie, de manière à être visible sans être trop agressif non plus. Donc oui, ça fait partie, tout ça fait partie aussi de la stratégie qu'on peut mettre en place pour une entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu précis je crois que vous avez travaillé sur un restaurant qui est situé sur Montmorency, qui était en phase de création. Oui, alors ce restaurant... Donc voir un peu en termes de timing, comment vous l'avez accompagné. Ce restaurant, effectivement, on a été missionné pour travailler avant même l'ouverture. On a fait le choix de se mettre sur Facebook principalement et on a commencé à communiquer alors que ce restaurant n'était même pas ouvert mais qu'il était en travaux. Donc on avait des grandes bâches sur le chantier qui invitaient les passants notamment à aller se connecter sur cette page pour voir où en était l'avancée des travaux. Ça a duré grosso modo 4-5 mois quand même, donc c'était assez long. Mais il s'avère que ça a été très payant puisque les gens ont suivi en fait l'avancée des travaux, ont suivi l'aménagement, la déco, le travail qui a été fait au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'on va proposer comme plat, etc. Et à l'ouverture de ce restaurant, il y avait déjà plus de 1500 abonnés alors que le restaurant n'était pas ouvert. Et les gens avaient envie de venir puisqu'ils avaient déjà suivi en amont. Il y avait une forme de teasing. Ouais. Exactement. Donc voilà. Après, c'est pas parce que vous avez déjà un compte ou une page et que vous n'y aviez rien fait qu'il va falloir tout recommencer de zéro. Il n'y a jamais rien de perdu, mais effectivement, il y a un vrai travail à faire. Et la plupart du temps, ce que je dis, soit à mes clients, soit aux gens qui nous consultent, c'est attention, être présent sur les réseaux. Même si vous missionnez quelqu'un, ça va vous demander un temps de travail supplémentaire pour créer aussi ce contenu, parce que c'est le contenu, qui êtes au cœur. Vous n'êtes pas susceptible de le prendre en charge, la création de contenu. Sauf si vous avez beaucoup d'argent, et là vous allez pouvoir missionner un photographe, un vidéaste qui va vous suivre dans vos déplacements, dans vos activités. Pourquoi pas, ça se fait aussi.
Mais la plupart du temps, on est sur des entreprises qui n'ont pas forcément de hauts moyens, donc ça va leur demander un temps de travail supplémentaire pour au moins créer à minima un peu de contenu visuel à envoyer à l'agence pour qu'elle puisse, elle, avoir du matériel pour travailler. Ok. Là, le succès finalement d'une campagne sur Facebook ou autre réseau social, ça se mesure comment? C'est uniquement le nombre d'abonnés? Aujourd'hui, Facebook a, depuis déjà environ 2 ans, a remanié un petit peu tout son algorithme parce que il faut bien qu'il travaille, donc il faut bien qu'il se rémunère. Et donc le reach, c'est ce qu'on appelle le reach, c'est le nombre de vos abonnés vs le nombre de gens qui voient vos publications dans leur fil d'actualité, pour ne parler que de Facebook. Il est de l'ordre de 3 à 5%. Ce qui veut dire concrètement que quand vous avez 100 abonnés sur votre page, si vous faites une publication, elle ne sera vue que par 3 à 5 personnes. Donc il faut le faire bien sûr, parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents le font, ils sont visibles et vous pas. Mais il y a aussi une partie à prendre en compte qui est la partie sponsorisée, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Il va falloir effectivement payer le réseau pour pouvoir être visible d'un plus grand nombre de personnes. Ensuite, vous avez effectivement tout un tas de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour faire vos campagnes publicitaires, puisque là on rentre vraiment dans une campagne publicitaire. Qui vont vous permettre tout un tas de critères qui vont vous permettre de définir votre cible géographique, quelle tranche d'âge, quel métier, quelle passion, etc. Donc, si je et comprends bien, au vu de ces campagnes, vous allez avoir des statistiques qui vont sortir vous disant ça a marché, ça n'a pas marché. donc grosso modo, il y a le nombre d'abonnés, mais si je publie sans faire de manip particulière, il y a à peu près entre 3 et 5% qui vont voir mes publications, c'est ça? Exactement. Donc ensuite, après, j'ai la possibilité d'augmenter ce taux de vues En payant. En payant. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, merci Facebook. Et ensuite, après, donc, le troisième niveau, c'est la campagne de pub. Non, vous êtes déjà dans une campagne de pub à partir du moment où vous faites du sponsoring, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous êtes déjà dans une dynamique de campagne publicitaire. Ok. Et alors, ça coûte combien une campagne de pub? Alors, c'est des montants que le dirigeant d'entreprise va déterminer lui-même. Selon tout un tas de critères, notamment des critères de durée. Est-ce que vous voulez que votre campagne dure 24 heures, 48 heures, 5 jours, 10 jours, 40 jours? Forcément, vous allez payer de plus en plus cher. Mais on peut très bien démarrer des petites campagnes publicitaires pour 5 euros, 10 euros et commencer à avoir un peu plus de visibilité que les 3 à 5%. Si je reprends l'exemple du restaurant que vous aviez accompagné en amont, etc. Donc aujourd'hui, ils ont à peu près combien d'abonnés sur leur... Aujourd'hui, il y a quasiment 5000 abonnés. D'accord, 5000 abonnés. Je suis le restaurateur, j'ai une petite baisse d'activité, je vais faire une relance. Je vais faire une campagne sur une opération, je ne sais pas, le brunch du dimanche. On fait une offre particulière, une promotion. Pendant un mois, par exemple, c'est le printemps, on fait une offre promotionnelle sur le brunch du dimanche, on va créer une publication visuelle ou vidéo, on va créer l'éditorial pour donner envie aux gens de venir bruncher, et on va sponsoriser cette publication à hauteur de 30, 40, 50 euros par semaine pour déclencher cette publication visible sur le fil d'actualité des gens qui ne sont pas abonnés à la page. Ok. Alors, et si je mets 30 à 40 euros par semaine, je peux avoir quel niveau de visibilité? Enfin, c'est ça, grosso modo. Alors, toute la différence après se fait si vous vendez du produit, si vous avez créé un sac à main par exemple, et que vous le vendez en ligne, vous allez effectivement pouvoir très rapidement, au vu des statistiques de votre campagne de pub, vous allez pouvoir calculer rapidement ce qu'on appelle le ROI, donc le retour direct sur investissement, puisque vous allez voir Madame Michu a vu votre publication, elle a cliqué, elle est arrivée sur votre site, elle a fait un tour sur quelques pages, elle a mis le sac rouge dans son panier et elle a commandé. Donc en termes de vente de produits, c'est très facile d'établir un ROI. En revanche, sur de la vente de services, c'est beaucoup plus compliqué.
puisque vous allez savoir si des gens ont cliqué sur votre publication pour aller sur votre site, par exemple, mais après, vous ne savez pas s'ils vous ont appelé, Si ça a s'ils généré sont venus une, chez vous, ouais. si vous êtes restaurateur, etc. Donc le ROI, il est plus difficilement quantifiable. En revanche, si on reprend cet exemple de brunch, et que vous avez fait une promotion et que vous l'avez sponsorisé, vous allez voir si vous avez plus de réservations. Bien sûr. Donc à la limite, ce qu'on peut avoir, c'est enfin, en dehors effectivement d'augmentation d'activité, c'est plutôt le nombre de clics que je vais avoir sur mon site éventuellement, Bien sûr. qui peut être un curseur fait. pour montrer effectivement ça a Tout marché, aujourd'hui, ça a pas marché. aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Pour les auditeurs qui ne font pas partie du monde entre guillemets de l'entrepreneuriat, mais qui sont eux consommateurs, il faut bien qu'ils sachent, et tout le monde s'en est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Tout ce que vous voyez dans votre fil d'actualité Facebook ou Instagram, puisque Instagram a été racheté par Facebook, ça marche exactement de la même manière sur les autres réseaux sociaux. Tout ce qui arrive dans votre fil n'arrive pas là par hasard. Alors, et par rapport à votre expérience professionnelle, est-ce qu'il y a des activités qui, entre guillemets, sont plus susceptibles d'être portées par les réseaux sociaux que d'autres? Donc là, on a parlé d'un restaurateur. Aujourd'hui, qui fait appel à vos services? Pour moi, il n'y a aucune activité qui n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Et encore, je dis ça, c'est vrai et faux, puisque j'avais eu quelqu'un qui nous avait consulté et qui voulait être présent sur les réseaux sociaux, et il avait une station de lavage automobile, et il voulait développer sa clientèle, et en se disant, voilà, comme tout le monde au démarrage, les réseaux sociaux sont gratuits, je vais m'y mettre. Et nous, on lui a déconseillé, on l'a aiguillé vers d'autres moyens de communication pour développer ses clients. Parce qu'à un moment donné, effectivement, avoir une station de lavage, qu'est-ce qu'on va raconter sur les réseaux? Ouais. Encore une fois, les réseaux sociaux sont là pour raconter une histoire. Donc il faut régulièrement, pas forcément au quotidien, mais au moins 1, 2, 3 fois par semaine, raconter quelque chose. Station de lavage, j'avoue que là, on a un peu séché. Donc j'avoue. C'est peut-être juste un manque d'imagination, non? Aussi, ça peut, non, mais je devais être fatiguée ce jour-là. Donc voilà, ça peut arriver, mais c'est des cas pour moi qui sont assez extrêmes. Sinon, tout le monde a le droit et mérite d'être présent sur les réseaux et d'avoir une communication efficace et pertinente. Quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez expert comptable, assureur, que vous vendiez n'importe quel type de produit ou service, vous pouvez être présent efficacement. Mais encore une fois, pas sur tous les réseaux. Pas sur tous les réseaux. Un expert comptable, par exemple, n'a pas forcément de justification à être présent sur Instagram. Ok, d'accord. En revanche, celle qui vend un sac à main, oui. Il y a des choix peut-être. Voilà. Oui, Marie-Cécile Courtois, vous voulez prendre la parole? Oui, c'est vrai que c'est intéressant, même, on parle des activités d'entreprise, même des administrations enfin, tout ce qui concourt à l'action publique. Ces institutions ont vocation à faire connaître justement leur offre de service, on peut dire comme ça. Et là-dessus, nous, la préfecture a été ouvert récemment un compte Instagram. D'accord. Et justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire connaître aux jeunes, je pense que c'est aussi quand même jeune, les métiers de l'industrie, c'est un très bon canal avec des visuels de visites qu'on fait ou d'entreprises, de métiers. On en a parlé aussi des youtubeurs qui mettent en scène justement les objets fabriqués dans les industries et les métiers de l'industrie. Voilà, donc on a aussi à travailler, on est sur Twitter aussi, mais pour une communication plus, on va dire, plus factuelle et moins orientée. C'est vrai qu'il faut cibler sa communication c'est la base, c'est la base de tous les réseaux, et c'est pour ça qu'il y a nombre de freelances, notamment sur toute la partie éditoriale, qui travaillent à aider les chefs d'entreprise à être efficaces et pertinents. Et à renouveler l'information. Il faut alimenter, c'est ça aussi. Et ça prend un temps fou. Ça prend énormément de temps. Donc moi, c'est vrai que, encore une fois, je dis aux entrepreneurs qui nous consultent, je leur dis attention, si vous rentrez dans cette dynamique-là et que vous engagez à être présent sur les réseaux, ça va vous demander un temps supplémentaire. Donc on me dit bah oui, mais pourquoi je vais te missionner? En gros, ça me sert à rien si j'ai du boulot en plus. Oui, je vais en faire 85-90%, mais il va te rester 10% pour me donner du contenu ou pour me valider. Moi, je peux faire par exemple de la veille éditoriale selon le secteur d'activité, mais il va falloir que je te les envoie et que tu me lises ce que j'ai envie de partager en me disant oui, c'est justifié ou pas.
puisque moi, je ne suis pas experte dans ce corps de métier-là, mais c'est bien toi qui l'es. Donc oui, ça va te demander quand même un petit temps de travail supplémentaire. Donc investissement financier, investissement en temps, mais bon, a priori, les retombées sont là. Les retombées sont là, de toute façon, elles sont indéniables. Et quand les gens continuent à douter un peu, moi je leur dis toujours, attention, si vous n'y êtes pas, les autres le sont. Et ça, c'est un déclencheur fort, puisque ça va être très facile pour n'importe quel entrepreneur et n'importe quel type d'entreprise d'aller voir comment sont présents sur les réseaux ses concurrents. Et si eux sont présents, ils vont être présents visibles du grand. Donc nécessairement, effectivement. Donc nécessairement, il faut être présent sur les réseaux. Ok, merci Jody. Je vous propose une petite pause musicale avant de parler de référencement et de recherche Google et autres. Parce qu'il n'y a pas que Google, finalement. Non. On pourra parler de compte. On pourrait. On pourrait, mais on n'en parlera pas nécessairement. Bon, pause musicale, merci. Et pourquoi on n'en parlera pas Moi, j'aime bien, quoi. Oui, sauf que 93 ou 95% des Français utilisent Google. Ouais, mais ça évolue ou pas? Comment? Ça évolue ou pas? Ça a tendance à baisser parce que depuis que Windows intègre Bing... ah oui, avec Bing, oui. Ouais. Mais compte, c'est... vrai que on a changé de communication. C'est un fantasme politique. Ouais. C'est vrai que tout seul... Ah oui. Compliqué. Avec des brevets. Mais c'est un très bon moteur. J'utilise régulièrement. C'est moi, regardez, c'est moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, mais je vais faire un petit montage vidéo après. C'est la communication du marketing, Jean-Frédéric. À Montmorency. À Montmorency, vous avez accompagné un restaurant là-bas, alors oui. Vous avez une clientèle plutôt locale. J'ai une clientèle qui est à 90% locale, oui. Made in 95. Et très fière. C'est notre niche, c'est notre secteur d'activité. Nous, à la base, on faisait partie d'une filiale de Publicis. Donc on avait l'habitude de travailler avec des grosses agences parisiennes, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi en local, les TPE et les PME, elles n'auraient pas le droit d'avoir des communications efficaces et elles n'ont pas les moyens de faire appel à des agences parisiennes. Et donc, on a, entre guillemets, pour vocation de proposer ça aux entreprises locales en fonction de leurs moyens et de leur budget. Pour effectivement... donc on travaille à 85-90% avec des entreprises locales. Ouais. Et vous travaillez avec les réseaux aussi d'entreprises, je pense qu'ils vous ont fait connaître. Alors moi j'ai intégré Dinactive. Dinactive, c'est ça. Donc Dinactive, c'est quel réseau alors? C'est la Plaine Vallée. C'est Plaine Vallée, oui. D'accord. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une fausse représentation. Mais l'idée, alors du coup, sur Dinactive, l'idée, elle est effectivement de réseauter, de rencontrer des dirigeants, etc. Mais elle est aussi de s'impliquer, pourquoi pas un peu plus activement dans l'association. Donc moi, j'ai pris en main la partie Facebook, justement, de Dinactive. D'accord. Puisque c'est pas que ça, mais ça fait partie des services qu'on propose. Sur les commerces, parlez bien devant le micro. Oui. C'est une belle voix, c'est dommage de l'esquinter. Merci. Vous avez un fan de plus sur C'est le Facebook. marketing. C'est le marketing. Attention, on y retourne. Bien, donc nous reprenons notre thème du jour, c'est-à-dire donc les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sur Internet pour essayer de voir comment on peut effectivement optimiser sa communication en tant que professionnel. Donc Jody Benazra de Badge Collectif nous a parlé dans la première partie donc de tout ce qui était réseaux sociaux. Donc sachez effectivement que Badge Collectif, vous pouvez vous mettre en communication, enfin en relation avec cette société via www.badge-collectif.com et Jody, vous êtes situé sur Montmorency, je crois. Exactement. Okay. Mais on travaille avec tout un tas d'entreprises. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. En dehors de Montmorency. En dehors de Montmorency, bien sûr, mais en tout cas, principalement à 90% avec des entreprises locales du 95. Du Val d'Oise. Exactement.
Donc nous accueillons aujourd'hui également Patrick Duhaut, donc de la société ONI. Vous êtes basé à Franconville. Tout à fait. Donc c'est on peut résumer ça en web agency. Ouais, en fait, nous, maintenant, on nous taxe réducteur. un gros hacker. Hein, Ouais, en fait, c'est-à-dire on fait du web depuis premier site web 94-95 avant Google. Et on fait à peu près tout sur Internet, sauf quelques trucs importants comme le design, parce que là, il faut plus que de la technique, il faut du talent. Donc là, je pense à Jody, entre autres. On fait du réseau social également, mais pas, je dirais, avec ce côté création éditoriale, ça on ne touche pas du tout. On est des purs techniciens, à la base on est des codeurs, ce qu'on appelle des codeurs, c'est-à-dire que nous on met les mains dans le cambouis et on va chercher les failles des différentes machines que sont Google, Facebook, Twitter, etc. pour les retourner à notre avantage. D'accord. À l'avantage de nos clients. Vous êtes combien dans la société? Nous sommes 4, hein, c'est une société familiale. Oui, c'est ça, je crois que oui, vous avez cette caractéristique que vous travaillez en famille exclusivement. Tout à fait. Mon épouse est data scientist, hein, c'est-à-dire qu'elle fait des stats sur tout ce qu'on récupère sur Internet. Et mes deux fils, il y en a un qui est codeur pur et dur, hein, ingénieur, et l'autre qui est codeur intégrateur. Et donc, lui, fait plutôt des sites web. Très bien, ça se passe bien? À partir du moment où tout le monde considère que je suis le chef, ça se passe bien. Et c'est le cas. Oui, ça va. Très bien. Aucun Très bien. souci. Alors, donc, là, la question, donc, là, on va plutôt parler donc, de référencement finalement. Oui. Là, on va parler de référencement. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on a deux modes d'action hein, sur le web. Hein. On a un mode recherche et un mode loisir. On vient de parler avec brio du mode loisir. Pour le mode recherche, ce qui va nous intéresser, c'est de s'adresser aux 83% d'acheteurs qui aujourd'hui commencent leur recherche d'un nouveau fournisseur par Google. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas présent sur Google, bah, tout bêtement, vous passez à côté de 83% de votre marché et vous vous battez sur les 17% qui restent. Et c'est la cata. Sur les TPE, PME, nous on voit ça très très régulièrement, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai coutume de dire, hein, on chasse un peu trop la licorne et pas assez la fourmi, et on a un peu de problème avec des entreprises qui viennent nous voir, surtout des petites entreprises qui viennent nous voir souvent trop tard, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus les moyens de sortir la tête de l'eau et de nous confier des missions pour qu'on puisse les aider à trouver des clients. Ok. Alors, grosso modo, quelles sont les étapes? Donc, voilà, j'ai une activité, j'ai une activité de service, d'accord, mais je suis une petite boîte, j'ai 2-3 salariés. Je veux être présent effectivement sur les réseaux. Donc, quelles sont les étapes que je dois suivre? Quelles sont les questions que je dois me poser? Et in fine, quelle est la stratégie effectivement que je peux mettre en œuvre en fonction de mon budget? Alors, paradoxalement, nous, on ne va pas vous poser des questions au début sur Internet. C'est-à-dire qu'on va surtout vous poser des questions sur votre métier, votre différenciation qui est capitale pour nous. N'oublions pas que sur Google, il y a 10 places. Il n'y en a pas 11, il y en a 10. Oui, ça correspond à la première page. Hein, voilà, c'est ça, c'est la première page de Google. Entre Webmaster, on a tendance de dire, on a une petite devinette rigolote, hein, quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre? La deuxième page de Google. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc la 11e place. Voilà, donc la 11e place. Donc effectivement, la première chose qu'on va faire auprès de nos clients, c'est qu'on va leur demander, mais qu'est-ce que vous vendez? Et là, on a souvent des surprises, hein, les gens ne savent pas trop ce qu'ils vendent au final. Qu'est-ce que veulent vos clients? Ils ne répondent pas trop non plus. Et qu'est-ce qui fait que je vais vous acheter plutôt à vous qu'aux autres? Parce que nous, on a besoin de cette information derrière pour aller se positionner sur cette première page qui est un peu notre Graal, hein, et surtout se différencier des autres. Donc on commence par cette espèce d'interview. Souvent on se fait aider par d'autres entreprises hein, qui sont spécialisées dans l'assistance commerciale, l'assistance marketing, etc. Parce que là ça dépasse parfois un peu nos compétences. Mais en général on commence par ça. Ensuite on va définir si pour ce client typique là il est préférable d'aller justement chercher de la recherche, donc des moteurs de recherche, ou d'aller chercher du social. C'est-à-dire que si effectivement, moi demain, j'ai quelqu'un qui me dit je suis un restaurant, je veux avoir des clients, je pourrais très bien, sur Paris on a des clients qui sont dans la restauration, mais on va chercher des gens qui cherchent un restaurant. Ok Google, est-ce que tu peux m'indiquer un restaurant dans les 50 mètres? Voilà, ça on va faire. Mais je dirais que aller monter de la notoriété ou comme on disait tout à l'heure, mettre en avant, on a un super brunch avec des jolies photos, ça, sur Google, on va leur dire, sur Google, c'est pas le truc. Donc ça va être vraiment la deuxième étape, c'est de choisir, de comprendre ce qui se passe et de choisir le bon canal. Si jamais effectivement on arrive à dire au client, ton truc c'est Google. Et donc là on a exactement le même problème qu'avec les réseaux sociaux, on a deux façons de travailler sur Google et de se positionner.
La première, que tout le monde connaît, hein, c'est le référencement naturel, hein, dit aussi référencement gratuit, hein, ce qui est un paradoxe absolu, parce qu'en fait, c'est le référencement le plus cher, parce qu'il faut produire du contenu, comme pour les réseaux sociaux, il faut produire des sites web qui fonctionnent, il faut avoir des hébergements pro, hein, on ne va pas se faire héberger à 100 € par an, parce que ça ne marche pas, pour plein de raisons que je pourrais peut-être développer, mais donc il y a toute je dirais, une méthodologie à mettre en place. Et la deuxième chose qu'on va regarder, ça va être quelles sont les expressions réellement tapées par les gens qui vous cherchent. Typiquement, là on est dans une station de radio, si vous tapez radio sur Google, vous avez paradoxalement qu'une station de radio. Vous avez des sites web qui parlent de stations de radio, mais vous ne trouvez ni RTL, ni TF1, pas TF1, ni RTL, ni RMC, enfin tous les autres. Ce qui est dommage. Si vous tapez meilleure voiture pour draguer, qui est quand même une requête à plus de 8100 recherches par mois en France, Non. oui, vous n'avez pas un seul constructeur automobile. Donc en fait, repérer je dirais le travail de l'entreprise, repérer son offre, c'est aussi identifier l'intention des internautes ou de ses prospects pour mettre en relation effectivement une offre, donc pour nous une page, un site web avec la demande. Et une fois qu'on a fait ça, ben après on rentre dans le dur, hein, c'est-à-dire qu'on travaille. Alors on va créer des articles en référencement naturel et on va créer éventuellement des articles en Google Ads, hein, parce que Google Ads c'est le nouveau nom d'AdWords, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et là, on va effectivement aller chercher du client. Donc nous on est des héroïstes. Ce qu'on appelle des héroïstes, c'est des gens qui vont chercher du ROI. Donc on a tout un tas de méthodes qui nous permettent de définir a priori les campagnes qui vont être rentables. Et une fois qu'on a défini quelle campagne va être rentable, et ben on la lance et on fait des mesures. Comme Jody le disait tout à l'heure, sur Internet, tout est traqué. On est traqué. On peut. Madame Michu, avant, on avait l'habitude de. Ah, toi aussi, t'as une Madame Michu. Bah, c'est TF1 qui a inventé Madame Michu. Donc avant, on parlait à 1 million de Madame Michu. On lui vendait du mini-mire à 20 h en lui disant c'est génial. Maintenant, Madame Michu, bah, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Madame Michu, elle doit savoir comment on fait pour laver son pull en laine, son carrelage, sa vaisselle. Et puis, mini-mire, il a plutôt intérêt à lui expliquer que bah, le mini-mire, c'est bien pour le carrelage, c'est bien pour. Mais pas de la même manière. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, grosso modo, donc, si j'ai bien compris, donc, il y a le référencement naturel. Donc là je vais finalement livrer des articles. Créer des articles, etc. Sur un blog, en général, voilà, et puis permettre de créer voilà. du trafic parce que je recherche ce type d'information. Ensuite, après, donc, il y a le référencement payant, où là, donc, je vais plutôt toper des phrases de recherche, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, sur les référencements payants, c'est un système d'enchères. Hein, c'est ce qu'on retrouve en haut des pages de résultats de Google avec le petit acronyme annonce. C'est un système d'enchères. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, celui qui paye le plus va avoir la meilleure position. Et là, on espère qu'effectivement, on va attirer des clics. Hein. Nous, c'est le clic qu'on cherche. On va attirer des clics et ces clics, on va les amener sur ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage qui va avoir pour fonction de vendre le produit qu'on essaye de promouvoir. Alors, je suis une petite structure par rapport à des mastodontes qui doivent investir des dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, on a une chance incroyable avec Internet, c'est que c'est anglo-saxon et que en fait Google récompense le travail et pas ni la position sociale ni l'argent. C'est pas typique aux anglo-saxons. Hein. C'est quand même assez caractéristique. En fait, en récompensant le travail, ça veut dire que n'importe quelle petite structure peut se permettre d'aller tailler des croupières sur des parts de marché qui appartiennent à des grosses entreprises. Une anecdote qu'on m'a racontée, en fin d'année 2017, la SNCF n'était plus première sur la requête recherche un ticket de TGV entre Paris et Marseille. C'était une petite start-up qui achetait ses billets à la SNCF mais qui mangeait la marge au passage. Donc en fait, on peut aujourd'hui, avec une petite société, aller chercher des parts de marché aux grosses sociétés. Alors, Patrick, est-ce que vous pouvez juste nous donner un exemple d'une société que vous avez accompagnée sur un certain laps de temps, donc qui était sur une problématique, alors pas nécessairement de vente en ligne, mais plutôt effectivement de contact, de prospection et nous dire à peu près voilà, ce que vous avez mis en place et ce que ça a pu donner comme résultat? Je vais peut-être en citer 2-3 parce que c'est rigolo.
en très faible niveau, on va dire, je dirais, d'effectifs. C'est des mono-employés, c'est tout ce qui va être dans les professions de santé, hein, ostéopathes, hypnothérapeutes, etc., où on fait des campagnes Google Ads et où on arrive à remplir les cabinets en un mois ou deux, quoi, hein, simplement avec du Google Ads, hein, très simple, hein, une annonce, une page d'atterrissage, 350, 400 euros par mois et on a 20-25 inscrits. À 60 euros la séance, rentabilité maximale. Et à l'autre bout de la chaîne, on a des entreprises type Éco-Végétal, hein, qui est un des leaders européens de la toiture végétalisée. Ils ont fait la toiture végétalisée de l'ASCO 4, je crois, où là, effectivement, on les aide à aller chercher des prospects très en amont, hein, des architectes, des couvreurs, etc., où là, on travaille vraiment sur l'intention et tout le parcours d'achat des prospects pour les aider à monter je dirais des contrats industriels sur 3-4 ans, hein, c'est des trucs assez longs. Et entre les deux, on a tout un tas d'entreprises, de TPE, PME. Alors l'exemple que j'aime bien citer, c'est une dame qui avait une boutique de produits de bien-être qui est partie à la retraite, mais elle ne voulait pas arrêter son activité. Elle a fermé la boutique, on a ouvert une boutique en ligne et maintenant elle fait quasiment plus de chiffre d'affaires qu'elle en faisait avec sa boutique physique. En fait, oui, tout l'intérêt, c'est finalement d'arriver à mixer ce que nous on propose et ce que propose Patrick. Puisque ce sont des activités qui sont vraiment complémentaires pour avoir une communication qui soit rentable. Vous allez pouvoir missionner une agence pour tout ce qui est visuel, graphisme et éditorial. Et puis après, vous allez missionner une autre agence qui va, elle, venir faire tout ce travail d'analyse et de statistiques pour que ça soit rentable pour vous. Très bien. Moi, j'avais une petite question, c'est au niveau budgétaire. Si on est commerçant, par exemple, puisqu'il y en a beaucoup quand même, hein, c'est beaucoup d'activités pour nous, les Valdoisiens, quel budget faut-il démarrer? Qu'est-ce que vous pouvez Alors, il y a un ticket d'entrée qui peut être inférieur à 1 500-2 000 euros. Et après, comme je disais, on est des héroïstes. Donc, on va inciter notre client à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire que en général, on va lui dire, écoutez, on va tenter des choses. C'est pour ça qu'on a une data scientist en interne. C'est-à-dire qu'on va analyser beaucoup de données. On va dire, ça, on pense que ce sera rentable. On va tester sur un petit budget. Et une fois que c'est rentable, la reproductibilité du big data aidant, on va pouvoir mettre un paquet d'euros en étant quasi certain à 99% que ce sera rentable. Donc en fait, le budget est défini, comme le disait Jody, le budget est défini par le client, c'est lui qui décide. Oui, mais quand même, au départ, 1 500, 2 000 euros pour pouvoir commencer à jouer avec le. Et après, de manière récurrente? Ça dépend, par exemple, je disais, les ostéos, c'est 300-350 euros par mois. Par mois, voilà. Mais pour 20 ou 25 rendez-vous à 60 euros. Comment vous faites pour justement faire le lien entre cette campagne de référencement sur Internet et la concrétisation en achat? Alors nous, on traque tout. Non mais là, dans le cas de l'ostéopathe par exemple. On traque les numéros de téléphone, c'est-à-dire qu'on utilise des numéros de téléphone spécifiques et à chaque appel, on... D'accord. Ils vous espionnent. Oui, c'est ça, on est traqué. Bon, méfiez-vous donc. Hein. Méfiez-vous. Vous avez été très concret, donc merci beaucoup pour ces magnifiques conseils. Par contre, si on veut vous contacter, Patrick Duhaut, on fait comment? On va sur mon site web, oni.fr, et puis voilà, c'est tout. T'as une page Facebook, Patrick? Bien sûr, j'ai même un compte Twitter. On n'y échappe pas. Et vous, Jody, Ben Sarah, on fait comment? Alors, c'est toujours pas ça, c'est Ben Azra, mais c'est pas grave. Excusez-moi, je vais inverser les lettres. On n'y arrivera pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, mon nom n'a pas vraiment d'importance, c'est plus la société qui en a et c'est badge collectif avec un J, BADJ collectif. Sur Internet, bien sûr, et sur Facebook. Merci beaucoup à vous deux pour avoir été avec nous ce matin. Merci à tous Florence, pour votre présence. Merci, merci à tous pour votre présence en studio ce matin. Eh bien, pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée. On se retrouve dès demain. Et bien, à demain matin et demain après-midi, j'espère bien. Je compte sur vous. Bonne journée. Et c'est pas bien là? J'ai 3 minutes pour remonter.